Plus d'un demi-siècle après l'apparition de Guy Williams à la télévision, l'acteur et les personnages qu'il a incarnés restent gravés dans les cœurs. Il s'est imposé dans les années 1950 avec la série d'Escrime et de Cap * Zorro * produite par Disney, avant de conquérir les années 1960 dans la science-fiction avec * Lost in Space *. Pourtant, peu après, il a tourné le dos à tout cela. Il a fui vers l'Amérique du Sud et a volontairement laissé s'éteindre les projecteurs qui l'avaient enfasciné. Que s'est-il passé pour Guy Williams? Sa fille confirme enfin les rumeurs. Beaucoup d'acteurs du show-business dilapident leurs gains en s'offrant des manoirs, observe l'historien de la culture populaire Geoffrey Marc. Puis, une fois les saisons terminées, ils réalisent qu'ils ne peuvent plus se le permettre et commencent à tout vendre. Mais Guy Williams était d'une lucidité rare face à ce monde. Il a investi intelligemment ses revenus, si bien qu'à la fin de * Lost in Space * en 1968, il était un homme fortuné. Il n'avait plus besoin de travailler, et n'ayant aucune envie de se complaire dans son rôle d'acteur, il a simplement choisi de passer à autre chose. C'était charmant, les amis, résume-t-il avec humour. Avant d'endosser le masque noir de Zorro ou de voguer parmi les étoiles, Guy Williams naquit Armando Joseph Catalano le 14 janvier 1924 dans le quartier de Washington Heights à New York. Ses parents, Attilio Catalano, courtier en assurance, et Clara Arcara Catalano, originaire de Eris en Sicile, vivaient dans la précarité à sa naissance. Attilio était le fils d'un riche exploitant forestier de Messine, qui avait acquis des terres dans le New Jersey. Williams grandit dans le quartier de Little Italy, et à l'école publique 189, excellait en mathématiques. Il fréquenta ensuite le lycée George Washington, où il travailla occasionnellement dans une fontaine à soda, avant d'intégrer l'académie militaire de Peekskill. Là, il se passionna pour le football américain et les échecs. Désireux de devenir acteur, porté par son physique avantageux et sa taille de 1,90 m, Williams déçut sa mère, qui deviendrait plus tard cadre dans une société de films étrangers. La famille espérait qu'il suive les traces de son père. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il travailla comme soudeur, comptable de coûts et inspecteur de pièces d'avion. Après la guerre, il fut vendeur au département bagages de Wanamaker. C'est alors qu'il envoya ses photos à une agence de mannequins. Son charisme photogénique le propulsa rapidement. Ses images envahirent journaux, magazines comme Harper's Bazaar *, panneaux publicitaires et couvertures de livres. Sur conseil de son agent Henry Wilson, il changea de nom pour quelque chose de moins ethnique, de Guido Armando à Guy Williams, plus marketable. Un réalisateur avait jugé son nom original trop étranger. Geoffrey Marc souligne: ceux qui l'ont rencontré au début de sa carrière lui ont dit que même une version anglicisée de son nom italien était trop ethnique. C'était acceptable d'être sexy, sombre, au regard brûlant, mais pas non américain. C'était l'esprit de l'époque. En 1946, Williams signa un contrat d'1 an avec Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, et s'installa à Hollywood. Son premier rôle notable fut celui du bombardier de L * Enola Gay * dans le docudrame * The Beginning or the End * 1947, sur le développement de la bombe atomique. Mais il n'apparut que dans quelques films avant de rentrer à New York en 1948. Lors d'un voyage de promotion pour des cigarettes en ski, il rencontra Janice Cooper, mannequin chez John Robert Powers. Ils tombèrent amoureux durant de longues séances photos et se marièrent le 8 décembre, peu après leur retour à New York. Le couple eut 2 enfants, Guy Steven Catalano, Guy Williams Jr. et Tony Candice Catalano, Tony Williams, tous deux devenus acteurs par la suite. En 1950, Williams participa aux premières publicités télévisées américaines. Tragiquement, son père mourut en 1951, sans voir la gloire de son fils. En 1952, il signa un nouveau contrat d'1 an avec Universal International et revint à Hollywood. Sa carrière décolla, il apparut dans un épisode de * The Lone Ranger * en shérif de ville. Ses débuts variés de mannequinat, théâtre, télévision, cinéma posèrent les bases de ses rôles iconiques. Comme le relatait L * Orlando Evening Star * en 1965. Il commença au Neighborhood Playhouse de New York, joua dans des productions théâtrales de la côte est, puis à l'atelier d'acteurs CBS, ce qui lui valut un petit rôle dans un drame de * Studio One *. Cela déboucha sur un test d'écran et son contrat chez Universal, avec une vingtaine de petits rôles sans grand succès. À la fin, il partit,
mais fut convaincu d'auditionner pour Zorro, le héros masqué que Walt Disney adaptait en série télévisée. Comme dans les romans et films avec Douglas Fairbanks ou Tyrone Power, l'histoire se déroule à Los Angeles en 1820, sous la Californie espagnole, juste avant l'indépendance mexicaine. Zorro, alias Don Diego de la Vega, aide colons hispaniques et autochtones opprimés par des tyrans. Avec son allure séduisante, sa taille et ses talents d'escrimeur, Williams était idéal. Geoffrey Marc note, Guy était en forme, avec un visage divin, mais une cicatrice d'accident à l'épaule explique l'absence de photos torse nu. Bien qu'il ait fait beaucoup de petits rôles avant, la combinaison du personnage, Disney et ABC a révélé Guy au monde, à une ère de Tab Hunter ou Rock Hudson. Pour son personnage, son accent espagnol évolua. J'ai auditionné avec un fort accent, que j'ai atténué progressivement, expliqua-t-il à Starlog *. Walt Disney me tapotait l'épaule, atténue-le un peu, Guy. Un jour, il ne l'a plus fait, j'avais trouvé le bon. Zorro fut un triomphe instantané, avec un style narratif innovant. Chaque épisode se terminait en cliffhanger, préfigurant l'ère du streaming. Diffusée de 1957 à 1959 sur ABC, 78 épisodes plus 4 spéciaux d'1 heure, elle se distingua par son suspense. Dès 1958, Williams craignait d'être typecast. Quand je ne suis pas Zorro, je suis Diego, dit-il au Longview Daily News *. C'est comme un film inachevé, on ne conclut rien en tant qu'acteur. Le public et Hollywood le voyaient seulement comme le héros masqué. Malgré le succès et les produits dérivés, Disney demanda plus d'argent pour des épisodes supplémentaires. ABC refusa, entraînant un litige. Sous contrat, Williams ne pouvait travailler ailleurs mais touchait son salaire plein. Entre ses rôles, Williams apparut en 1964 dans Bonanza comme Will Cartwright, neveu de Ben, Lorne Greene, pour remplacer Pernell Roberts, Adam Cartwright, qui quittait la série. Prévu comme membre permanent, son personnage fut écarté après 5 épisodes suite à une campagne de fans pour retenir Roberts une saison de plus. Cette apparition fugitive montra sa polyvalence et le garda sous les feux des projecteurs. Sans troisième saison pour Zorro, seulement 4 spéciaux, Williams explora l'Europe, Damon and Pythia en Italie, 1962, et Captain Sinbad en Allemagne la même année. Il collabora aussi avec Disney sur le téléfilm en 3 parties Prince and Popée. À la fin, pourquoi rentrer tout de suite, se souvient-il au Bristol Daily Courier en 1965. Ma famille et moi sommes restés, j'ai raté la saison des pilotes TV. Je voulais une autre série, dans mon plan maître, Yacht en Méditerranée, et les rediffusions de Zorro rapportent bien. Mark Cushman, auteur de la biographie Irwin Allen S. Lost in Space, note, de Zorro à des films de cap et d'épée, il était typecast. Il le savait, sans se plaindre, et cherchait à diversifier. Inspiré du roman Le Robinson suisse, 1812, mais dans l'espace, la série vit Williams en professeur John Robinson, chef d'une mission spatiale avec sa femme Maureen, June Lockhart, de la CIA, leurs enfants Judy, Martha Kristen, Penny, Angela Cartwright, et Will, Billy Mumy, le majordome West, Mark Goddard, et le saboteur docteur Akari Smith, Jonathan Harris. Le robot, Bob May, complétait l'équipage avec ses alertes « Danger, danger ». Pour Williams, c'était une chance de briser son typecasting. Son professeur Robinson explorait un genre nouveau et des dynamiques familiales. Initialement, Smith dévie le Jupiter 2, perdant l'équipage dans l'espace pour un voyage planétaire vers la Terre. Mais mi-saison 1, Geoffrey Marc observe un pivot. Chaque personnage est marginalisé, la série se centre sur Smith, Will et le robot. Chacun avait 3 répliques par épisode. Williams, habitué au lead, se sentir légué. Pour lui, être l'homme principal d'une série où il est décoratif, c'est du gaspillage, dit Geoffrey. Les producteurs, influencés par les fans préférant l'humour de Smith, allégèrent le ton, sur directive CBS pour un créneau familial. Irwin Allen permit à Harris d'exploiter le comique, sauvant son rôle. Williams, discret, confia ses frustrations à Allen, qui lui offrit des épisodes centrés sur Robinson. La série courut de 1965 à 1968, 83 épisodes. À la fin, l'enthousiasme de Williams pour Hollywood s'éteignit. Geoffrey Marc rit, avec 3 répliques par semaine dans Lost in Space, il investissait ses gains de Zorro et excellait en finance.
En 1973, une visite en Argentine le surprit, l'adoration pour Zorro y était intacte. Cela scella son choix de s'éloigner. Hormis un retour US en 1983 pour une émission Family Feu avec l'équipe de Lost in Space, il s'installa définitivement en Amérique du Sud. Pourquoi l'Argentine? Cushman s'interroge, malgré mes recherches, personne n'explique clairement. Et curieusement, on ne lui a pas posé directement. Les retombées de Lost in Space ont terni sa réputation, peu creusèrent ses motifs. Invité comme Zorro, il fut submergé par l'accueil. L'enthousiasme des fans, les opportunités avec le personnage et un ras-le-bol des séries US l'attirèrent. Cushman suppose. Des offres alléchantes l'auraient tenté, mais elles ne vinrent pas. Marié à Janice de 1948 à 1983, père de deux, Williams trouva le bonheur en Argentine, une vie épanouie, avec reconnaissance locale, show Zorro en live et une paix solitaire. Un mélange unique de célébrité, créativité et tranquillité. En 1989, Guy Williams sembla disparaître. Le 6 mai, on découvrit qu'il était mort une semaine plus tôt d'un anévrisme cérébral, dans son appartement. Grâce à l'acteur Fernando Lupiz, ses cendres reposèrent au cimetière de la Société des acteurs argentins, à la Recolta à Buenos Aires, un honneur réservé aux artistes locaux. En 1991, son fils Steven les récupéra et exauça son vœu. Dispersé sur l'océan Pacifique à Malibu et dans les montagnes californiennes. À 65 ans, Guy Williams laissa un héritage vivace. Ses rôles dans Zorro et Lost in Space marquent la TV. Geoffrey Marc admire, remarquable pour un acteur TV des années 60 d'être si vivant au XXIe siècle. Guy choisit délibérément la retraite pour une vie à ses termes, rendant sa mort prématurée plus poignante. De Zorro le Vengeur masqué à John Robinson l'explorateur spatial, célébrons non seulement ses contributions au divertissement, mais l'homme derrière les masques. Quels sont vos souvenirs les plus chers de Guy Williams et de ses personnages iconiques? Partagez-les en commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires sur les légendes oubliées. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo. Au revoir.